Le coup à la porte n'était pas un avertissement. C'était un huissier dans un uniforme impeccable, une enveloppe craft et une tablette numérique pour ma signature. J'ai signé. Je signe toujours. Puis je suis retourné dans mon bureau qui sentait encore le diesel et l'encre d'imprimante, je me suis assis à mon bureau, celui construit à partir d'une caisse qu'on utilisait pour transporter des pneus en 98, et j'ai ouvert l'enveloppe comme si je désamorçais une bombe. À l'intérieur, du jargon juridique, un langage froid et épais, une demande de divorce déguisée en requête pour une liquidation équitable des biens. En annexe, il y avait un tableau qui m'a fait tiquer. Ma femme, bientôt mon ex, me poursuivait pour 75% de l'entreprise. 75%. Elle avait surligné les cases avec un remplissage jaune joyeux et des commentaires mignons. Ces actifs ont été construits pendant le mariage, donc techniquement smiley, un smiley. 2 notes de bas de page. Une exigence pour les bâtiments, la flotte longue distance et la moitié des contrats clients que j'avais passé des décennies à courtiser dans des restaurants routiers, des terminaux et des salles de pause d'entrepôt. Elle citait sa présence de soutien et son travail émotionnel comme justification, disait que son rôle était essentiel à la croissance de mon entreprise, bien qu'elle n'ait jamais mis les pieds dans le bureau de régulation sans se plaindre de l'odeur. J'ai fait défiler plus bas. Elle voulait aussi la propriété annexe, celle avec l'embranchement ferroviaire pour lequel je m'étais battu pendant 9 ans. J'ai fermé le tableau, puis la tablette, puis les yeux. Je n'ai pas dit un mot. Pas à elle, pas à l'avocat, pas même à l'équipe. Je suis juste resté assis là 1 minute à tracer la bosse dans le coin de mon bureau, faite par une clé anglaise tombée à l'époque où je ne pouvais pas me permettre de virer les mauvais mécaniciens. Mon téléphone a vibré, un texto de mon répartiteur demandant si on devait toujours faire rouler l'itinéraire 4B sous mon nom ou sous la holding. Je l'ai regardé et j'ai chuchoté, voyons si elle peut diviser ce qui ne m'appartient pas. C'est la partie qu'elle n'a jamais comprise. Pendant qu'elle passait des années à planifier sa sortie, je passais des années à planifier son absence. Elle pensait que j'étais trop loyal, trop col bleu pour anticiper. Elle confondait routine et soumission. Mais je n'étais pas marié avec elle depuis 3 ans. J'étais marié à l'idée de ne pas perdre ce pourquoi j'avais saigné. Et si vous entendez ceci et que vous ne l'avez pas déjà fait, prenez 1 seconde pour suivre la chaîne. Beaucoup de gens écoutent sans s'abonner, mais chaque suivi est de notre équipe à vous apporter la prochaine histoire. La vengeance silencieuse se savoure en boucle. Bref, je me suis levé, j'ai reculé ma chaise et je suis passé devant les portes vitrées du bureau principal. Mon chef des opérations a fait un signe de la main. J'ai hoché la tête. Je ne leur ai pas dit ce qui venait de se passer. Pourquoi le ferais-je? Rien n'avait changé. Les camions roulaient toujours. Les horloges tournaient toujours. Les chariots élévateurs bipaient toujours en marche arrière. Le cœur de l'entreprise battait avec ou sans mon nom tamponné sur le dossier de propriété. Et c'est là le truc, la majeure partie n'était pas à mon nom. C'était intentionnel. Il y a des années, après avoir vu 3 amis différents perdre leurs entreprises dans des divorces qu'ils croyaient amicaux, j'ai pris un café avec un homme nommé Vasseur. Un vieux de la vieille, regard perçant, pochette de costume blanche pliée comme un scalpel. Il avait conseillé des magnats du chemin de fer et avait pris sa retraite avant que l'email ne devienne la norme. Il m'a raconté l'histoire d'une entreprise de beurre de cacahuètes qui n'existait légalement jamais malgré une vente à 200 millions d'euros. Tu n'as pas besoin de le cacher, a-t-il dit en sirotant son café noir. Tu as juste besoin de ne pas le posséder. C'est là que j'ai commencé le long processus de construction de couches, de fiducie, de comptes séquestres, de dossiers d'urgence, de sociétés écrans avec des clauses de sauvegarde. Elle pensait que l'entreprise était à moi. La vérité, c'est que je ne la possédais plus depuis des années. Mais je n'ai pas jubilé. Pas encore. Au lieu de cela, je suis retourné par le garage vers le placard de stockage dont personne d'autre que moi n'avait la clé. Je l'ai déverrouillé, allumé la lumière faible et fixé le coffre-fort en acier au fond, poussiéreux, intact, un rappel de chaque nuit passée à travailler pour éloigner la banque pendant les mois difficiles. J'ai tendu la main, tourné le cadran et l'ai ouvert lentement. À l'intérieur se trouvaient 2 documents dans des pochettes protectrices et une petite clé USB noire dans une pochette en velours. Je les ai sortis, j'ai soufflé doucement sur la poussière et je les ai posés sur l'établi à côté d'un vieux bloc moteur. Le premier document était un acte, pas un acte immobilier, mais un instrument de transfert privé, un basculement légal du contrôle opérationnel majoritaire de mes actifs logistiques vers une entité appelée Fiducie de gestion logistique la clé de voûte.
Le second était une clause de contingence signée et notariée il y a 6 ans qui ne s'activerait qu'en cas de tentative de division hostile ou de dépôt de séparation volontaire. Elle l'avait déclenchée elle-même sans le savoir. J'ai glissé la clé USB dans mon ordinateur portable. Une cascade d'arborescence de fichiers s'est ouverte, chaque facture, titre de véhicule, contrat et traces de transfert déjà acheminés via des administrateurs tiers et des conseils de gouvernance. J'ai souri une fois, pas par mesquinerie, mais par soulagement. Elle pouvait poursuivre pour 75% de ce qu'elle pensait être à moi. Mais on ne peut pas diviser ce qui ne se trouve plus dans la boîte qu'on essaie d'ouvrir. Et elle était sur le point d'apprendre que certaines portes, une fois scellées, ne s'ouvrent pour personne. Surtout pas pour quelqu'un qui pensait que des différences irréconciliables étaient un raccourci vers un empire. Elle croyait savoir où était le trésor. Elle n'a jamais réalisé que la carte avait été réécrite il y a des années sans son nom dessus. La cour était déjà animée quand je suis sorti de mon camion, le froid mordant à travers ma veste. Un chariot élévateur bipait paresseusement en reculant alors qu'il transportait une palette de fûts de liquide de refroidissement à travers le gravier. L'un des plus jeunes mécaniciens, Karim je crois, m'a fait un signe décontracté depuis le capot d'un Renault Magnum. J'ai répondu d'un hochement de tête. Pas de mots, aucun besoin. Ce matin-là ne se prêtait pas au bavardage. J'ai pris le chemin long passant devant les remorques de régulation, l'entrepôt et l'aile administrative de 2 étages avec la façade vitrée. Elle me disait toujours de moderniser, disait que ça nous donnait l'air démodé. J'aimais ça comme ça. Laissons les concurrents brûler du cash dans des atriums en verre et des machines à expresso. J'ai bâti ma flotte sur des poignées de main et des vapeurs de diesel. Mais l'endroit où je me dirigeais n'était pas sur le plan du bâtiment. Passé la station de carburant principale et au-delà de la dernière rangée de remorques se trouvait une vieille cabane de maintenance, non peinte, sans enseigne, cadenassée. Le genre de structure qu'on ignore à moins de savoir ce qui est enterré dessous. J'ai sorti la clé de la doublure intérieure de ma ceinture. Pas une métaphore. Littéralement cousue dans la ceinture, je la portais tous les jours. À l'intérieur, une ampoule poussiéreuse au plafond a clignoté quand j'ai actionné l'interrupteur. La pièce sentait le caoutchouc brûlé et l'acier froid. Un vieux bureau à 3 pieds et un bloc de bois soutenant le 4e, des classeurs des années 80. Et contre le mur du fond, boulonné au béton, se trouvait le coffre-fort, combinaison toujours mémorisée, ce sera toujours droite, gauche, tour complet arrière. Le loquet a cliqué, lourd et satisfaisant. À l'intérieur, il n'y avait que 3 choses. 2 pochettes en plastique épaisse, contenant chacune un document, et une clé USB, pochette en velours noir, aucun marquage. Je les ai sortis lentement et les ai posés sur le bureau. Ce n'était pas un moment de thriller d'espionnage fantaisiste. C'était de l'architecture ennuyeuse et précise. Le premier document était un acte de transfert de titre, formel et sec. 67% de tout le matériel roulant et de l'infrastructure logistique détenue par la fiducie de gestion logistique La Clé de Voûte. Il avait été signé il y a 7 ans par moi et exécuté 5 ans plus tôt après un audit de valorisation finale. Je me souvenais clairement de la réunion. Moi et Vasseur, mon avocat de l'ancien monde, assis dans une pièce sans fenêtre à 2 départements de là. Il a dit, quand le moment viendra, tu n'auras pas à courir. Tu auras juste à pointer du doigt. À l'époque, je pensais être paranoïaque. Maintenant, j'étais juste content d'avoir écouté. La fiducie n'était pas une coquille vide. C'était une entité vivante gérée par 3 cofiduciaires, dont aucun n'avait de lien de sang avec moi ou elle. Ce n'était pas construit pour cacher de l'argent. C'était construit pour préserver la structure de l'entreprise, peu importe à quel point ma vie personnelle devenait moche. Aucun prêt n'était plus émis à mon nom. Aucun véhicule ne m'était titré personnellement. Même les remorques avaient une propriété échelonnée, une stratégie d'assurance que Vasseur a décrite un jour comme l'équivalent bureaucratique d'un mur de briques couvert de lierre. Le deuxième document était la clause déclencheur 17B. C'était la raison pour laquelle j'étais entré dans le bureau de cet avocat avec les mains tremblantes et un ulcère à l'estomac il y a une demi-décennie. En cas de réclamations hostiles contre le constituant par des affiliés personnels ou des partenaires légalement liés, on pouvait lire « La fiducie affirmera automatiquement la surveillance fiduciaire dans les 72 heures suivant l'action en justice confirmée ». Elle l'avait déclenchée à la seconde où elle avait déposé la demande. Je n'avais pas à répondre. La clause répondait pour moi. Et cette clé USB, elle contenait le reste. Baux numériques, contrats fournisseurs, journaux de transition de compte, autorisation des fiduciaires horodatés.
Chaque fois qu'elle avait posté une photo de notre bureau pour son blog d'épouse d'entrepreneur sur les réseaux sociaux, elle se tenait devant des actifs sur lesquels, sur le papier, elle avait autant de droits qu'un livreur de passage. Ce n'était pas de la colère que je ressentais. C'était quelque chose de plus étrange. Pas de la fierté, pas de la vengeance, une immobilité, comme se tenir dans une tempête avec un parapluie en titane et regarder le vent tout déchirer autour de vous sauf vous. Il y avait un fichier en particulier que j'ai ouvert à nouveau juste par précaution. C'était le document d'enregistrement pour notre plus gros contrat de flotte, un accord de transport pluriannuel avec une chaîne régionale d'épicerie. Le nom du bénéficiaire, Fiducie de gestion logistique la clé de voûte. La clause en dessous, non transférable en cas litige. Elle ne savait rien de tout cela, et si je faisais à ma façon, elle ne le saurait jamais. Pas avant qu'il ne soit trop tard pour annuler quoi que ce soit. J'ai tout remis dans une pochette différente et je l'ai glissé dans une simple enveloppe Kraft. Pas de logo, pas d'en-tête, juste de la paperasse propre, prête pour le prochain coup d'échec. Dehors, le soleil se levait sur le terrain de gravier. Les chauffeurs chargeaient pour les tournées du matin, les moteurs bourdonnaient, les radios CB grésillaient. Rien n'avait changé, et pourtant tout avait changé. Elle pensait poursuivre un homme, un mari, un nom. Elle allait apprendre qu'elle ne me poursuivait pas. Elle poursuivait un fantôme. Un fantôme qui avait tranquillement quitté la salle des propriétaires il y a longtemps. Le trajet jusqu'au bureau de Vasseur n'était pas pittoresque. C'était 71 minutes d'asphalte fissuré, de radars et de stations-service oubliées. J'ai pris le vieux Land Rover au lieu de mon camion habituel. Pas par nostalgie, juste parce qu'il n'avait pas de suivi GPS, de Bluetooth ou d'écran de tableau de bord qui pourrait enregistrer où j'étais allé. Paranoïa, peut-être. Ou peut-être juste la sagesse apprise en regardant trop d'hommes intelligents tout perdre parce qu'ils pensaient que la loyauté était une armure. Le bâtiment n'avait même pas d'enseigne, juste une adresse à 6 chiffres peinte au pochoir sur la porte comme si c'était un placard de concierge. Je me suis garé derrière. Une caméra au-dessus de l'entrée. Pas de réceptionniste, pas de sonnette. J'ai frappé 2 fois, attendu, puis tourné la poignée. À l'intérieur, le silence. Une faible odeur de papier et de désodorisant essayant de couvrir le vieux bois. Les lumières étaient toutes éteintes sauf dans le couloir du fond où une seule porte était légèrement entr'ouverte. Maître Vasseur ne s'est pas levé quand je suis entré. Il ne le faisait jamais. Son bureau était plus froid que dans mes souvenirs. Des étagères du sol au plafond remplies d'épais classeurs noirs et de livres de droit périmés au dos craqué par l'usage réel. Pas de décoration, pas d'ordinateur portable, juste un bloc-notes, un stylo plume et 2 dossiers posés soigneusement sur son bureau. Il portait le même blazer en tweed, la même pince à cravate en argent brossé. L'homme avait vieilli, mais pas de la façon dont la plupart des gens le font. Il avait l'air de quelqu'un que le temps respectait trop pour le toucher sans permission. « Café » a-t-il demandé. « Toujours » ai-je répondu. Il s'est servi. Noir, d'un thermos qui n'avait probablement pas été lavé depuis une décennie. J'ai pris la tasse ébréchée et je me suis assis. Pas de bavardage. Il m'a regardé comme un médecin regarde avant de donner des résultats d'analyse qui ne sont pas tragiques, mais certainement bouleversants. Elle a déposé la demande, a-t-il demandé doucement. J'ai hoché la tête. Il y a 2 jours, son avocat l'a fait envoyer par coursier avec un sourire. Vasseur a tapoté le coin d'un dossier avec son stylo. Clause 17b. Elle l'a déclenché. Il a fait le plus léger des hochements de tête, comme un joueur d'échecs déplaçant une tour. Pas de célébration, juste du mouvement. La clause 17b n'était pas une trappe dramatique. C'était un mécanisme conçu pour transférer la surveillance fiduciaire de moi à l'équipe de gouvernance secondaire de la fiducie en cas de réclamation conjugale hostile. Cette phrase avait pris 3 semaines de négociation rien que pour être définie. Peu importait qui avait raison dans le mariage. Ce qui importait, c'était l'intention de diviser les actifs. C'était le signal, et elle l'avait allumé comme une fusée de détresse. Vasseur a ouvert le dossier et a glissé un jeu de documents vers moi. Signé ici. Cela finalise la transition de surveillance et déclenche l'avis bancaire. J'ai jeté un coup d'œil aux pages. Une pour la fiducie elle-même, une pour le service de conformité de la banque, une pour le registre du commerce. Rien que je n'avais pas vu auparavant. J'avais pratiqué cette danse avec Vasseur lors de répétitions à blanc. Maintenant, la musique jouait vraiment. Il m'a regardé signer avec une intensité calme.
comme si c'était un travail sacré. Quand j'ai rendu les pages, il les a tamponnées. De vrais tampons physiques, encre rouge, frappant le papier avec détermination. Vous comprenez ce qui se passe maintenant, a-t-il dit, la voix basse. Je cesse d'exister, ai-je dit. Pour elle, oui, mais pas pour l'entreprise. Pas pour les banques. Pas pour vos fiduciaires. Il s'est légèrement reculé, les mains croisées, les yeux vifs. Elle pense qu'elle négocie avec un mari. Mais il n'y a plus de mari sur les papiers, juste une fiducie. Et ça n'a pas de sentiment, monsieur Landry. Ça ne culpabilise pas. Ça ne se souvient pas des anniversaires et ne répond pas aux textos au milieu de la nuit. Je n'ai pas souri, mais j'ai respiré un peu plus profondément. Vous serez signifié à nouveau, a-t-il continué. Elle va escalader. Attendez-vous à des demandes de communication de pièces, des dépositions, des assignations. Aucune d'elles n'atteindra la fiducie. Elle est protégée par un pare-feu depuis des années. Chaque contrat, chaque transfert d'actifs, chaque licence a été déplacée sous une garde échelonnée. Nous avons laissé quelques pistes douces pour les distraire, mais aucune qui ne mène à un coffre-fort. Bien, ai-je dit. Laissez-les creuser. Vasseur a fait une pause, puis a ajouté, elle pourrait venir directement vers vous. Essayez d'être gentille. Pleurer. Offrir une part plus petite. Vous rappelez qui elle était. Elle l'a déjà fait. Dans son tableau, il y avait un smiley à côté de la demande pour notre principal contrat de fret. Sa bouche a tressailli. C'était la chose la plus proche d'un rire que j'ai jamais vu chez Vasseur. Il a fouillé dans son tiroir et a sorti une enveloppe noire, élégante, lourde, gaufrée avec le sceau de la division de gestion de fortune privée de la banque. Ceci va au président du conseil. Ils sauront quoi faire. Je l'ai prise. Le poids n'était pas seulement physique. C'était des années de planification distillées en un acte final de rejet calme. Un plan pour une guerre silencieuse. Vous comprenez? Une fois que cela avance, vous ne pouvez pas faire marche arrière. La fiducie est légalement autonome. Je comprends. Il s'est penché. Elle peut vous poursuivre, mais elle ne peut pas poursuivre quelque chose que vous n'avez jamais techniquement possédé. Et le temps qu'elle réalise cela, il ne sera plus question de division. Il sera question de ce qui est déjà parti. La pièce est restée silencieuse quelques secondes de plus. Je me suis levé, j'ai ajusté ma veste et j'ai regardé autour de moi une dernière fois. Ce bureau, cette étrange forteresse cachée, m'avait mieux protégé que n'importe quel tribunal ne le pourrait jamais. Vasseur n'a pas serré la main. Il a juste dit, roulez prudemment. Je n'ai pas répondu. Je suis juste sorti dans le vent froid, j'ai glissé l'enveloppe dans ma poche intérieure et j'ai démarré le 4x4. Le jeu avait commencé. Elle pensait avoir le premier coup. Elle n'a jamais vu l'échiquier. Ils sont venus vers moi avec des classeurs. 4 d'entre eux rien qu'à la première réunion de communication des pièces. Ces avocats, une équipe de costumes bien rasés et de talons aiguilles, qui souriaient comme s'ils avaient déjà la plaque de l'entreprise à moitié dévissée de la porte de mon bureau. Ils avaient clairement lu chaque page de la demande de divorce comme si c'était un manuel de jeu communication agressive, pression maximale, drainer les ressources de l'homme. L'enterrer sous la procédure. Nous aurons besoin de vos dossiers financiers complets, a dit le chef, ajustant ses boutons de manchette. Personnel et professionnel. Je n'ai pas scié. Déjà compilé. Il a levé un sourcil comme s'il s'attendait à de la résistance. Je ne lui en ai donné aucune. C'était la première fissure dans leur confiance. Au cours des 2 semaines suivantes, mon équipe, enfin, un assistant de confiance et un coursier, a remis en main propre chaque document demandé, grand livre, évaluation d'actifs, dépôt d'entreprise, contrat de fret, journaux d'entretien des véhicules remontant à une décennie. Nous avons même inclus les résumés d'audits trimestriels, notariés et horodatés, mais chaque page racontait une histoire différente. Pas une fausse, une vraie, juste pas celle à laquelle il s'attendait. Mes contrats de fret appartenaient à la clé de voûte. Mes camions étaient légalement exploités par des fiduciaires de location-bail sous des contrats roulants. La propriété de l'entrepôt détenu dans une sous-SCI pour des raisons de zonage environnemental. Bénéficiaire des polices d'assurance listées comme gardiens organisationnels sans personne directe impliquée. Chaque fil qu'il tirait menait à un autre nœud. Une autre couche, une autre clause. Ils sont revenus avec plus de demandes.
Nous voulons des chemins de propriété clairs, a claqué son avocat lors de la deuxième audience. C'est de l'évasion pure et simple. Le juge, un homme âgé aux yeux fatigués et une tasse de café du tribunal qui ne quittait jamais sa main, s'est penché en arrière, feuilletant la pile. L'évasion implique que quelque chose est caché, a-t-il dit calmement. Cela ressemble plus à de la planification. Le visage de l'avocat de ma femme a tressailli. Il n'avait pas l'habitude d'être déjoué. Elle, Sophie, était assise à côté de lui dans la salle d'audience, les bras croisés, la mâchoire serrée, mais les yeux scannant chaque visage comme si elle contrôlait encore le résultat. Je ne l'ai pas regardé. Je regardais le juge, la paperasse, le greffier qui mâchait du chewing-gum comme si c'était juste un autre mardi, parce que pour eux, ça l'était. Mais pour elle, c'était le début de l'érosion. Le lendemain matin, elle s'est présentée à l'entrepôt. Première fois depuis des années, habillée comme si elle sortait tout juste de la couverture d'une brochure immobilière. Je veux juste marcher dans l'atelier, a-t-elle dit, pour voir ce que j'ai aidé à construire. J'ai hoché la tête et j'ai marché avec elle. Elle a fait signe à des employés qui ne la reconnaissaient pas. Elle a posé des questions comme « Est-ce que c'est toujours le superviseur principal du quai ?» La réponse, bien sûr, était non. Ça ne l'était plus depuis 6 ans. Elle s'est finalement arrêtée au bureau de régulation où les manifestes quotidiens étaient affichés. Une feuille a attiré son attention. Logo, la clé de voûte dans le coin. C'est quoi ça, a-t-elle demandé. Itinéraire quotidien. Chargement contractuel mis à jour depuis le mois dernier. Pourquoi ce n'est pas sous le nom de notre entreprise? Je l'ai fixé. Parce que ce n'est pas notre entreprise. Le silence entre nous a duré 7 secondes de plus qu'il n'aurait dû. Cet après-midi-là, son équipe a déposé une motion pour obstruction, prétendant que nous cachions la propriété par une complication délibérée. Ils ont cité des sociétés écrans, des fiduciaires obscurs et ont qualifié les structures en couches de conçues pour obscurcir, ce qu'elles étaient bien sûr, légalement, de manière transparente, élégante. À l'audience, son avocat transpirait pratiquement en faisant son argumentation. Votre honneur, le défendeur a créé une structure d'actifs intentionnellement alambiquée pour empêcher une division appropriée. Le juge a tenu le dernier document d'une main, ajusté ses lunettes de l'autre. L'obstruction implique le déni, a-t-il répété. Mais tous les documents demandés ont été soumis. Oui, mais regardez-les. Ils sont impénétrables. Le juge a tourné une autre page. Ou juste compliqué. Un murmure lent a parcouru la salle d'audience. Son avocat avait l'air d'avoir avalé une punaise. Elle s'est penchée, chuchotant brusquement à son oreille, ses yeux maintenant frénétiques, calculateurs. La confiance qui avait brillé derrière son sourire lors du dépôt de la demande avait disparu. Elle ressemblait moins à une femme divisant un empire et plus à quelqu'un essayant de compter des pièces qui se transformaient sans cesse en ombre. Mon avocat, un jeune gars, ex-conformité d'entreprise, s'est juste reculé et a chuchoté, il commence à réaliser que c'était le but. Pas de cacher, pas de mentir, mais de rendre le terrain inconnu, de transformer ce qu'il pensait être une route simple en un labyrinthe sans mur, seulement des miroirs. Nous avons quitté la salle d'audience tranquillement. Pas de jubilation, pas de tour d'honneur. Mais je l'ai vu du coin de l'œil, immobile dans le couloir pendant que son avocat jacassait, faisant des gestes avec ses mains comme un homme qui se noie d'écrivant l'eau. Elle ne répondait pas. Elle fixait la page dans ses mains, une liste d'actifs ou un calendrier de dépôt, et traçait un nom qui n'était pas le mien. La clé de voûte, encore et encore. Elle pensait qu'elle me traverserait comme du papier. Elle n'a pas réalisé qu'elle était déjà profondément à l'intérieur d'une structure qu'elle ne pouvait pas lire, construite par des mains qu'elle n'avait jamais pris la peine de regarder. Elle a toujours aimé les titres. Jamais le travail, jamais le poids, mais la façon dont ça rendait à l'imprimer. Cofondatrice, stratège d'entreprise, conseillère de marque. Peu importait qu'elle n'ait jamais enregistré une facture ou marché sur le sol de l'entrepôt sans avoir un haut-le-cœur à cause de l'odeur du liquide de frein. Elle voulait son nom en bas du site, le profil LinkedIn, le blurb occasionnel et les résumés de l'industrie. Je me souviens du jour où elle a fait la demande. Il y a 6 ans, nous dînions dans un bistrot suréclairé, genre blanc de poulet à 128 € et meubles qui essayaient trop fort d'être français. Elle portait un nouveau blazer et a annoncé à mi-chemin du dessert, les gens n'arrêtent pas de me demander ce que je fais. Je pense que je devrais être listé sur la page de l'entreprise. J'ai levé un sourcil. Pour faire quoi? Elle a siroté son rosé hors de prix. Consulting?
Je veux dire image de marque, soutien. Tu as dit toi-même que j'ai aidé à façonner comment l'entreprise est perçue, non? C'était plus facile d'acquiescer que d'argumenter. L'entreprise était rentable cette année-là. J'étais fatigué et honnêtement je m'en fichais. Une ligne sur un site web ne me faisait pas peur. Alors j'ai appelé Vasseur. Elle veut un titre. Je lui ai dit quelque chose d'inoffensif. Alors elle signe pour ça, a-t-il dit aussi nonchalamment que si nous commandions le déjeuner. Il a faxé le formulaire cet après-midi-là. Une reconnaissance de liste de consultants jumelée à une renonciation à la revendication de capitaux propres. Pratique standard pour tout rôle non fiduciaire. Elle l'a signé sans scier. À peine survolé les termes. Je me souviens qu'elle riait quand elle l'a rendu. Toute cette paperasse juste pour que je puisse avoir l'air bien, a-t-elle plaisanté. Papier mort glissé dans un dossier, jamais mentionné à nouveau jusqu'à la semaine dernière. Son avocat venait d'essayer de geler l'un des comptes fiduciaires, citant un intérêt conjugal équitable. Nous avons répondu en soumettant 10 pages de logique contractuelle montrant qu'elle n'avait aucun intérêt de contrôle, aucun siège au conseil, aucune part de profit, juste un titre. Et puis nous avons ajouté ce document, son nom, sa demande, sa signature, sa renonciation. Le greffier l'a glissé sur la table lors d'une conférence pré-procès. Son avocat l'a ramassé confiant, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Il l'a feuilleté une fois, puis encore, puis a fixé la signature, clignant des yeux comme si elle était mal orthographiée. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé. Vasseur a parlé calmement et lentement. Une renonciation à la réclamation de droits fiduciaires conjugaux. Standard pour toute partie listée comme consultant non fiduciaire. Mais elle était partenaire légalement. Vasseur a arqué un sourcil. Non, juste un titre. Elle a demandé à être incluse dans des exercices de construction d'image. C'est tout ce que le document confirme. Le silence dans cette salle de conférence était du genre qui se replie sur lui-même. Épais, embarrassé, désespéré que quelqu'un le brise, et personne d'assez courageux pour essayer. Elle est restée figée, regardant son avocat devenir pâle comme du marbre, les yeux rivés sur un document qui avait dormi dans un tiroir pendant plus d'une demi-décennie. Puis sa voix a percé. Petite, pas le fouet tranchant auquel j'étais habitué, quelque chose de plus fin. Je ne savais pas ce que je signais. Le juge, qui avait rejoint par appel vidéo en raison d'un conflit d'horaire, s'est penché vers la caméra, le visage impassible. Et pourtant vous l'avez signé. Elle s'est tournée vers moi alors, pas avec du feu, mais avec quelque chose de pire, de l'incrédulité, comme si j'avais orchestré un piège juste pour l'humilier. Je n'ai rien dit, j'ai juste incliné la tête comme si j'essayais de me souvenir de quelque chose. Ah, c'est vrai, ai-je finalement dit. Tu voulais être listé sous optique stratégique, tu te souviens. Elle a baissé les yeux. Vasseur a glissé la copie signée dans une pochette en plastique et l'a remise dans la pile de pièces à conviction. Il y a 3 autres versions, a-t-il dit doucement. Toutes réaffirmées avec des mises à jour paraphées. Mais nous commencerons par l'original. Le juge a hoché la tête. À moins que le conseil n'ait des motifs pour contester la signature. Son avocat n'a pas répondu. Il a juste fixé le papier comme s'il l'avait trahi. Cet après-midi-là, le ton de tout le processus juridique a changé. Plus de sourire. Plus de condescendance. La guerre était passée de l'offensive au contrôle des dommages. Elle avait déposé la demande avec l'hypothèse d'un levier, mais la trace écrite, celle qu'elle pensait ornementale, était maintenant un chemin qui menait à une impasse, la sienne. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un message d'une de nos connaissances communes, quelqu'un qu'elle avait toujours traité comme sa mascotte sociale. Et, j'ai vu Sophie aujourd'hui. Elle avait l'air bizarre, a dit quelque chose à propos d'un document qu'elle a signé une fois, et puis a juste genre arrêté de parler. Ouais, c'était le moment où ça a percuté. C'est une chose de penser qu'on a perdu un combat. C'en est une autre de réaliser qu'on a signé la reddition il y a des années et qu'on a ri en le faisant. L'agence bancaire qu'ils ont choisie pour la médiation ressemblait à un décor de film de James Bond. Sol en marbre poli, murs rétro-éclairés, du verre partout, et le genre de climatisation qui chuchotait l'argent. C'était la suite de règlements exécutifs, un espace privé réservé aux clients fortunés pour régler les choses sans se mêler aux paysans des comptes courants. Elle aurait adoré cette touche. Bon sang, elle pensait probablement qu'elle l'avait mérité. Elle est entrée avec toute la posture d'une femme qui croyait que la pièce lui appartenait déjà. Jupe crayon, blazer trop strict pour le temps,
téléphone dans une main, un porte-document Louis Vuitton dans l'autre. Son avocat traînant derrière portait ce sourire qu'on voit sur les requins juste avant qu'ils ne roulent leurs yeux en arrière. Ils avaient l'air d'être là pour conclure, pas pour négocier. Elle a même fait un clin d'œil à la réceptionniste comme si c'était juste une parade de victoire avec de la paperasse. J'étais déjà assis. Coin de la longue table ovale, un dossier simple, pas d'ordinateur portable, pas d'assistant, juste moi et une tasse de café qui avait refroidi il y a 1 heure. Elle m'a à peine reconnu, a juste levé les sourcils genre tu es venu en jean, et s'est tournée pour chuchoter quelque chose à son avocat. Il a ri trop fort. Ça a résonné. Je n'ai pas bronché. Je les ai laissés jouer leur petite scène de théâtre. La médiatrice est entrée ensuite. Femme plus âgée, mince, portait son professionnalisme comme une armure. Elle a souri brièvement et a ouvert le dossier devant elle. Nous sommes ici pour commencer la médiation des actifs pour le cas 2. Je vais faire simple. Son avocat a coupé. Nous demandons le transfert majoritaire de toutes les entités commerciales initiées pendant le mariage. Nous avons fourni la documentation. Notre offre est déjà généreuse compte tenu de la contribution de notre cliente. J'ai incliné la tête et je n'ai rien dit. La médiatrice m'a regardé. Monsieur Landry, avez-vous une contre-proposition? J'ai ouvert mon dossier, sorti une page, l'ai posé, ne l'ai pas glissé, ne l'ai pas expliqué. Je l'ai juste laissé là comme une arme chargée. Son avocat a plissé les yeux mais n'a pas bougé. Elle s'est penchée légèrement, essayant de la lire à l'envers. Son sourire narquois a vacillé, juste un éclair, comme de la friture sur un écran. Et puis la pièce a changé. Les doubles portes vitrées au fond se sont ouvertes. Pas doucement, pas silencieusement, comme si quelqu'un savait qu'il n'était pas censé frapper. Un grand homme en costume gris anthracite est entré, grisonnant aux tempes, pas de badge, juste une épingle avec l'écusson de la banque sur son revers. Il n'a pas regardé la médiatrice, n'a même pas jeté un coup d'œil aux avocats. Il m'a regardé directement. Monsieur, a-t-il dit, la voix douce et calme. Sommes-nous prêts à procéder au transfert que vous avez autorisé? La pièce s'est figée. Pas à cause de ce qu'il a dit, mais à cause de qui il était. Le président du conseil, pas un directeur d'agence, pas un chargé de compte. Le président, un homme dont la présence était réservée aux signatures d'acquisition et aux appels d'investisseurs d'urgence. Elle a cligné des yeux une fois. Je suis désolé, quel transfert? Le président ne l'a même pas regardé. Il s'est approché de la table, a ouvert un mince porte-document noir et a retiré une seule feuille de papier gaufré. Conformément à la stipulation déclenchée de la clause 17b, la surveillance fiduciaire des actifs listés dans le portefeuille la clé de voûte passera au compte fiduciaire secondaire. Tous les documents de transition sont en ordre. Son avocat s'est levé, bégayant. Attendez. Quelle clause? Quel compte? Je l'ai regardé. Finalement, tu te souviens quand tu as dit que tu voulais juste faire partie de la marque, ai-je dit. Elle a ouvert la bouche. La refermée. Son avocat a essayé de saisir le document. Le président l'a ignoré. Le signataire final est ici, a-t-il dit en me désignant. Si vous êtes prêt, monsieur. J'ai signé. C'était calme. Pas de trompette, juste le faible grattement du stylo sur le parchemin. Elle a enfin trouvé sa voix. Quoi? Qu'est-ce que vous transférez exactement? Le président s'est tourné vers elle, pas méchamment, juste avec une indifférence professionnelle. Madame, a-t-il dit, vous n'étiez listée sur aucun des actifs en question. Ce transfert n'implique ni votre personne ni vos biens. J'étais sa femme, a-t-elle dit. Correct, a-t-il répondu. Vous l'étiez, mais ces avoirs ont été placés en fiducie bien avant que cela cesse d'avoir un poids juridique. Tout accès fiduciaire a été coupé par la clause initiatrice. La médiatrice, à son crédit, n'a pas scié. Elle a simplement tourné la page et pris une note. Son avocat s'est rassis lentement comme un homme réalisant qu'il avait apporté un pistolet à eau dans une bataille de tank. Elle ne s'est pas assise. Elle m'a juste fixé. Tu as planifié ça, a-t-elle chuchoté. Non, ai-je dit. Tu l'as activé. Elle a regardé le document chez le président. Le dossier devant moi, qu'elle n'avait toujours pas vu. Mais ça n'avait plus d'importance. L'encre était sèche. Les clés avaient tourné.
Et la porte du coffre qu'elle avait passé des mois à essayer d'ouvrir s'était tranquillement verrouillée de l'intérieur. Le sourire narquois avait disparu. Il ne s'était pas estompé. Il s'était évaporé, arraché de son visage par quelque chose qu'elle n'avait pas vu venir, quelque chose qu'elle ne pouvait pas arrêter. Elle paraissait plus petite maintenant, pas physiquement. Sa posture était toujours fière, les épaules toujours carrées, mais sa présence avait rétréci, comme si le centre de gravité de la pièce s'était déplacé sans son consentement. « Je veux savoir exactement ce qui est transféré », a-t-elle dit, la voix haute, mais tremblante sur les bords. Le président n'a pas bronché. Il avait été ici avant. Des guerres dans des costumes plus beaux que celui-ci contre des gens avec un pouvoir réel, pas juste une légitimité répétée. Conformément à la clause 17b, a-t-il dit, d'un ton totalement neutre. La surveillance fiduciaire des holdings, la clé de voûte est en cours de transition du constituant d'origine à l'organe fiduciaire secondaire nommé, tel que décrit dans les documents de déclenchement de séquestre exécutés il y a 6 ans. Elle a cligné des yeux rapidement. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Son avocat a essayé d'intervenir. Quel holdings exactement? Parlons-nous de mouvement d'action? Réalignement de fiducie. Ce langage est délibérément opaque. Le président a ouvert à nouveau son porte-document et a retiré un dossier avec une reliure noire. Il l'a placé sur la table devant elle. Pas moi, pas la médiatrice. Elle. Comme s'il voulait qu'elle le voie de ses propres yeux. Elle a hésité avant de l'ouvrir. La pièce était d'un silence de mort sauf le léger froissement du papier alors qu'elle feuilletait les pages. Structure de fiducie, mouvement d'actifs, privilèges fiduciaires. Clause 17b, activation du contrôle défensif en cas d'action en justice hostile ou conjugale. Ses doigts tremblaient. Elle a tourné une autre page. Une autre. Une autre. Son nom n'apparaissait jamais. Pas une fois. Pas de co-signataire, pas de balise de bénéficiaire, pas de contrôle contingent, pas même une mention passive en tant que partie reconnue. Et c'est là que c'est arrivé. Le passage de la confusion à la panique. Un petit allaitement qu'elle ne voulait pas faire. Le genre qu'on fait quand on réalise que l'avion a quitté la piste et qu'on n'est pas dedans. Ce n'est pas possible, a-t-elle dit, la voix soudainement cassante. J'ai été mariée avec lui pendant 17 ans. J'ai aidé à construire ça. Je suis sur les photos. Les photos, a dit le président doucement, ne sont pas des dépôts légaux. Son avocat s'est penché maintenant, scannant le même dossier. Ses lèvres bougeaient alors qu'il lisait lentement, soigneusement, et puis il s'est arrêté. Le sang s'est retiré de son visage. Maître Vasseur, a-t-il marmonné. Sa tête a claqué vers lui. Quoi? Son avocat n'a pas répondu. Il a juste fermé le dossier et pressé le bout de ses doigts contre sa tempe comme si une migraine venait d'arriver pour se joindre à la réunion. Le président a doucement récupéré le dossier et l'a remis dans son porte-document. Comme indiqué, a-t-il dit, cette transition n'implique aucune partie prenante listée en dehors de la charte de fiducie originale. Il n'y a pas de capitaux propres réclamables en mouvement. Il n'y a pas de propriété matrimoniale croisant la transition. Mais l'entreprise a été construite pendant notre mariage, a-t-elle dit plus fort maintenant, comme si le volume pouvait invoquer la légalité. Ça devrait compter. Le président s'est tourné vers la médiatrice. Avez-vous besoin de clarification sur l'indépendance des actifs de la fiducie? La médiatrice n'a pas scié. Non, monsieur. La structure semble valide. Son avocat a ouvert la bouche pour objecter, mais rien n'est sorti parce qu'il savait. Les contrats étaient réels. Les dépôts étaient propres, et les failles qu'ils avaient espéré exploiter n'étaient pas des failles. C'étaient des murs. Tu ne m'as jamais dit, a-t-elle dit, tournant sur elle-même vers moi maintenant, le visage pâle, la voix montant. Tu ne m'as jamais dit que tu sortirais l'entreprise de ton nom. Je l'ai regardé. Calme. Pas de jubilation, pas de chaleur. Tu n'as jamais demandé. Je n'avais pas besoin de demander. J'étais ta femme. Non, ai-je dit doucement. Tu étais mon public. Elle a reculé légèrement, comme si les mots giflaient plus fort qu'elle ne l'attendait. Je me suis penché juste assez pour voir ses yeux. Tu étais tellement occupé à essayer d'avoir l'air de faire partie de l'Empire. Tu n'as jamais remarqué que le royaume avait déjà été transmis. La médiatrice s'est raclé la gorge, essayant clairement de rétablir l'ordre. À ce stade,
je crois que la portée de la médiation prévue a été annulée par la reclassification légale des actifs concernés. Traduction, il ne reste rien à diviser. La réunion était terminée avant même d'avoir commencé. Le président m'a fait un signe de tête et est parti sans un autre mot. Son avocat a commencé à remballer avec des mouvements mécaniques lents. Elle est restée assise là, les yeux dans le vide, les mains sur la table comme si elle pouvait l'ancrer à quelque chose d'encore réel. Mais il n'y avait rien sur cette table pour elle. Pas un pourcentage, pas une clause, pas même son nom. Elle avait joué le jeu avec confiance, joyeusement certaine qu'elle négociait depuis l'intérieur du château. Elle n'a jamais réalisé qu'elle criait à travers les grilles pendant que le château changeait tranquillement de main et se verrouillait de l'intérieur. Il était presque minuit quand l'appel est arrivé. Pas de texto d'abord, pas de messagerie vocale, juste l'écran s'allumant avec son nom, toujours dans mes contacts, toujours lié à la vieille photo de nous à la célébration des 10 ans de l'entreprise. Elle avait sa main sur mon épaule sur cette photo, son sourire parfait, les yeux rivés sur l'appareil comme si elle savait que l'objectif était à elle pour le contrôler. J'ai failli ne pas répondre, mais je l'ai fait. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle a juste dit doucement, on peut parler ? La voix était différente. Pas le ton autoritaire qu'elle utilisait avec son avocat. Pas celui mielleux qu'elle réservait au greffier du tribunal. Celui-ci était plus fin comme s'il avait voyagé à travers un couloir de doute de soi avant de m'atteindre. J'ai accepté de la rencontrer au café en bas de la colline près du dépôt. C'était fermé à cette heure-là, bien sûr, mais le propriétaire me devait encore une faveur depuis la fois où nos camions ont vidé son sous-sol inondé en un temps record. Il avait laissé la porte arrière déverrouillée et la bouilloire chaude. Elle était déjà là quand je suis arrivé, enveloppée dans un manteau qu'elle n'avait pas porté depuis nos dernières vacances. Blanc avec ses ridicules boutons en laiton qui ne restaient jamais fermés. Elle avait l'air fatiguée. Ça m'a surpris. Elle n'était pas du genre à porter la fatigue publiquement. Elle n'a pas perdu de temps. Je sais que les choses sont devenues compliquées, mais toi et moi, on a construit quelque chose ensemble. J'ai versé du thé. Laissé la vapeur porter ses mots quelque part. Je n'avais pas à les tenir. Je ne demande pas ce que le tribunal ne peut pas me donner, a-t-elle dit. Je veux juste. Je veux faire partie de l'histoire, de l'héritage. Quelque chose que nos enfants pourraient pointer du doigt et dire, maman était là. Tu ne peux pas nier ça, n'est-ce pas? Elle se penchait maintenant, tout en ton doux et mémoire sélective. Je me suis tenu à tes côtés pendant des années. Peut-être pas dans l'entrepôt ou le dépôt, mais j'étais là. J'ai choisi tes costumes pour les conférences. J'ai aidé à choisir le logo. J'ai organisé les dîners de fin d'année pour les chauffeurs. Ça compte. J'ai remué ma tasse. Tu as gardé les reçus des dîners. Elle n'a pas répondu. Tu sais ce que je voulais vraiment, a-t-elle demandé, changeant de cap. Je voulais accrocher quelque chose dans mon nouvel endroit. Juste un artefact, un contrat encadré, une photo, une copie originale de la première facture, quelque chose de réel. Ses mains étaient jointes maintenant, les ongles laqués creusant légèrement dans sa peau. Tu ne peux pas me donner quelque chose? J'ai fouillé dans la poche de mon manteau et j'ai sorti un petit dépliant plié en 3, décoloré et usé aux pliures. Il avait été glissé dans une boîte à outils pendant des décennies, survivant aux taches d'huile, au renversement de café et à 2 rondes de nettoyage de printemps. Je l'ai déplié doucement et je l'ai posé sur la table entre nous. C'était la première pub que j'ai jamais imprimée. Pas de graphique, juste du texte en gras. Transport Landry, fiable, à l'heure, fret régional, tarif fixe, pas de baratin. Un numéro de téléphone avec un indicatif local. Un clipart de camion dessiné à la main que j'avais volé sur un modèle au début des années 90. Les coins étaient jaunis. Une marque de rouille bavait sur un coin. Elle l'a regardé, les yeux scannant lentement. Sa bouche s'est ouverte légèrement comme pour dire quelque chose, mais aucun mot n'est venu. Tu peux garder ça, ai-je dit. Elle a levé les yeux brusquement. C'est tout? J'ai hoché la tête. C'est ce que tu as aidé à construire. Elle m'a fixé durement, comme si elle essayait de trouver quelque chose dans mon visage. Du regret? Peut-être une ouverture? Elle n'a trouvé ni l'un ni l'autre. Ce dépliant n'a pas déplacé de fret, ai-je ajouté. Mais il est resté dans la boîte à gants de mon premier camion pendant que je le faisais. Sa lèvre a tremblé, mais seulement légèrement. Tu es cruel. Non, ai-je dit, je suis précis. Elle a repoussé le dépliant à travers la table comme s'il était souillé,
mais je ne l'ai pas pris. J'ai juste regardé ses mains, parfaitement manucurées, jamais calleuses, les mêmes mains qui tenaient autrefois une coupe de champagne et me disaient, ce n'est que le début. Elle ne comprenait pas que le début n'avait jamais impliqué ses doigts sur le volant. Elle s'est levée, soudainement raide. La performance était terminée. Le masque avait glissé. Pour ce que ça vaut, a-t-elle dit. Tu as changé. J'ai haussé les épaules. J'ai finalement appris quelle partie de l'entreprise valait la peine d'être protégée. Elle a fait une pause à la porte, la tenant ouverte comme si elle s'attendait à ce que je l'arrête, mais je ne l'ai pas fait. Je suis juste resté assis là avec le dépliant et le thé et le poids des décennies qu'elle n'a jamais vraiment porté. Le dépliant est resté derrière. Bien sûr. L'héritage, après tout, ne se réclame pas. Il se mérite. Et les souvenirs ne viennent pas avec des parts sociales. Le palais de justice sentait le vieux papier et le rembourrage humide, une odeur que j'avais fini par associer aux fausses promesses et à la civilité militarisée. Nous n'étions pas programmés pour une longue session, juste une brève reprise pour finaliser ce qui restait. L'air dans la salle d'audience était trop calme, le genre d'air qui savait qu'une histoire se terminait et ne voulait pas être celui qui le disait à voix haute. Son avocat est arrivé le premier, seul, pas d'entourage cette fois. Sa veste était froissée au col, sa cravate légèrement décentrée. Des signes subtils que la confiance avait été remplacée par la concession. Il a fait un signe de tête à mon équipe, mais pas à moi. Il n'avait plus assez de colonne vertébrale pour ça. Elle a suivi 10 minutes plus tard. Cheveux tirés en arrière, talons plus bas que d'habitude. Pas de sac de créateur, pas de sourire soigneusement organisé. Elle marchait comme un substitut pour la femme qui traversait autrefois les pièces comme si elle auditionnait pour la propriété. Je ne l'ai pas regardée quand elle est entrée. J'étais occupé à regarder Vasseur arranger les dossiers devant lui. Lent, délibéré, comme s'il voulait que chaque mouvement résonne à travers la chambre. Il n'a pas dit un mot. Il n'en avait pas besoin. Le dossier sur la table parlait plus fort que n'importe quelle déclaration de clôture. Le juge est entré tranquillement. Le même homme qu'avant, toujours avec la tasse de café permanente, portant toujours la robe comme si elle lui avait été remise par quelqu'un qui avait oublié d'expliquer le travail. Il a regardé le registre, puis nous. Son avocat s'est raclé la gorge. Votre honneur, à la lumière des récents développements, nous aimerions proposer un règlement mutuel pour conclure les procédures à l'amiable. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas à le faire. Vasseur s'est levé. Votre honneur, a-t-il dit doucement. Le défendeur décline. Au lieu de cela, nous déposons une motion finale pour une procédure à huis clos sous la protection statutaire des cadres d'actifs propriétaires conformément à la loi sur la réglementation des entités fiduciaires indépendantes. Tous les holdings et structures impliquées sont désormais sous classification restreinte. Il a remis au juge un paquet, pas épais, mais lourd. Le poids juridique ne se mesure pas en pages. Il se mesure en conséquence. Le juge a feuilleté le paquet avec des doigts lents. Son front s'est plissé, pas de confusion, mais de reconnaissance. Le genre qu'on voit quand un homme se souvient de quelque chose d'important qu'il pensait avoir oublié. Après une longue pause, il s'est penché en arrière dans son fauteuil. Je me souviens de ce modèle, a-t-il dit, presque pour lui-même. Je l'ai vu utiliser une fois dans une affaire de cession ferroviaire il y a des années. Tout le monde l'a sous-estimé jusqu'à ce qu'il se ferme comme une palourde. Il m'a regardé maintenant, pas comme un juge, comme un homme qui voyait ce qui avait été fait et le respectait. Vous avez construit quelque chose de plus intelligent que ce que la plupart d'entre nous voient jamais, a-t-il dit. Je lui ai fait le plus petit signe de tête possible sans que cela ne se transforme en tour d'honneur. Il s'est tourné vers son côté. Maître. Son avocat a ouvert la bouche, l'a fermée, a ajusté sa cravate, s'est assis. Il n'avait plus d'outils. Le juge a tamponné la motion. Les procédures sont par la présente scellées. Tout accès public terminé. Aucune autre divulgation permise. L'affaire est close. Et c'était tout. Pas de coup de marteau dramatique, pas de voix élevée, pas d'objection de dernière minute, juste un enterrement calme et bureaucratique de ce qui était autrefois son ticket d'or. Elle n'a pas parlé. Elle ne pouvait pas. Elle regardait la table devant elle comme si elle s'attendait à ce qu'elle offre quelque chose. De la clarté, un levier, peut-être juste du réconfort, mais elle était vide. Comme sa réclamation, comme l'héritage qu'elle pensait pouvoir recadrer en une marque personnelle. À l'extérieur du tribunal,
des journalistes attendaient. Des petits locaux, le genre qui se souciait encore de mots comme entrepreneur et empire conjugal. Ils n'ont rien eu. L'affaire était maintenant scellée. Tous les dossiers disparus derrière le verre dépoli juridique. Mon équipe est passée devant eux sans un mot. Vasseur aussi. Elle est restée derrière, assise sur cette chaise, celle sur laquelle elle avait l'habitude d'imaginer être photographiée, entourée de gros titres qui la qualifieraient de visionnaire et cofondatrice. Mais les gros titres ne sont jamais venus parce qu'au final, le système judiciaire n'était pas sa scène. Et peu importe avec quel soin elle avait répété son rôle, le scénario n'avait jamais été le sien à jouer. Le ciel était gris acier quand je suis entré dans le dépôt, mais l'air semblait plus clair qu'il ne l'avait été depuis des années. Les camions de fret entraient et sortaient comme une horloge. Les portes en acier s'ouvraient en gémissant, et les deux mêmes pigeons qui vivaient sous l'auvent et depuis une décennie battaient des ailes inutilement alors qu'un chariot élévateur reculait trop près de leur perchoir. Tout avait l'air pareil, comme si rien n'avait changé. Sauf que si. Une grue était garée près de l'aile administrative. Une petite équipe en gilet de sécurité descendait la vieille enseigne en aluminium qui portait autrefois mon nom. Il l'a remplacée par un panneau tout neuf, noir mat, lettrage propre, pas de fioritures, exploité par Fiducie de gestion logistique la clé de voûte, pas d'initiales, pas de nom de famille, pas d'allusion à une histoire conjugale ou une propriété partagée, juste la clarté froide d'une institution qui ne ressentait pas, ne se mariait pas, ne divorçait pas. Je suis resté debout, les mains dans les poches, alors que les boulons se verrouillaient en place. L'un des ouvriers m'a jeté un coup d'œil. « Vous êtes sûr de le vouloir aussi sobre ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Ça n'a pas besoin d'être bruyant, juste permanent. Il a haussé les épaules et a fait signe au grutier de relâcher la tension. L'enseigne s'est installée dans sa nouvelle maison avec un bruit sourd et satisfaisant. Pas le son de quelque chose de nouveau qui commence, mais le son de quelque chose qui se ferme. À l'intérieur, l'aile administrative ressemblait exactement à ce que j'avais laissé. Le même sol en lino éraflé, le même tableau d'affichage décoloré avec des mémos de sécurité périmés, la même odeur de café et d'huile moteur. Mais sur le bureau de mon bureau se trouvait quelque chose de nouveau. Vasseur attendait, toujours dans ce même costume gris, bien que les manches aient l'air plus froissées que d'habitude. Il avait probablement dormi dans sa voiture encore une fois, ou pas du tout. Il lisait un dossier juridique plié, lunettes en équilibre sur le bout du nez, et il n'a pas levé les yeux quand je suis entré. « C'est fait », a-t-il dit simplement. Sur mon bureau se trouvait le dossier final. Papier propre et épais, reliure de haut calibre, le genre qu'on utilise quand on veut que quelque chose dure plus longtemps que les gens qui l'ont signé. Je l'ai ouvert. Les documents de la fiducie avaient été mis à jour montrant non seulement le transfert de contrôle fiduciaire mais une reclassification complète de toutes les opérations fondatrices. Un détachement formel de toutes les connexions conjugales ou d'épouses antérieures enregistrées et validées sous l'ordonnance du tribunal scellé. Tout en bas se trouvait une note, pas tapée, manuscrite du président lui-même. Elle n'a jamais su que la carte n'était pas la sienne à lire. Je l'ai lue 2 fois, puis une fois de plus. Il n'y avait aucune joie là-dedans, aucune mesquinerie, juste la vérité. Froide, observationnelle, indéniable. Vasseur a enfin levé les yeux. Je peux faire envoyer les originaux par coursier à votre coffre ou les scanners dans l'archive cryptée. C'est vous qui voyez. Envoyez-les à l'archive, ai-je dit. Laissez les originaux prendre la poussière quelque part au calme. Il a fermé le dossier, l'a remis dans sa sacoche et s'est levé pour partir. À la porte, il a fait une pause. La plupart des gens attendent trop longtemps pour protéger ce qui compte. Vous ne l'avez pas fait. Je n'ai pas répondu, j'ai juste hoché la tête. Les mots ne semblaient plus nécessaires. Une fois qu'il fut parti, j'ai marché jusqu'à la fenêtre. De là, je pouvais voir la cour principale, les camions allaient et venir, la nouvelle enseigne brillant contre le ciel gris. Les employés bougeaient comme ils l'avaient toujours fait, pointant, réparant le matériel, transportant le fret. Personne là-dehors ne se souciait des documents judiciaires ou des cadres juridiques. Ils voulaient juste que les moteurs tournent et que les chèques soient encaissés. Et ils le feraient parce que l'Empire n'était pas un nom ou un mariage ou une performance d'unité. C'était de la structure, de la discipline, de la mémoire. La femme qui a essayé de le prendre avait visé le symbole. Mais les symboles ne sont pas des fondations. Ce sont des bannières sur les toits. Et elle n'a jamais touché l'acier en dessous. Elle n'a pas perdu parce que j'ai riposté.
Elle a perdu parce que ce qu'elle poursuivait avait déjà été déplacé avant même qu'elle ne sache regarder. Je me suis versé une tasse de café frais, je me suis assis et j'ai regardé la chaise vide de l'autre côté du bureau. Pendant un instant, je l'ai imaginé la demandant encore, « Tu ne peux pas me donner quelque chose ?» J'ai pris une gorgée. Laissez le silence répondre pour moi. Certaines choses ne se prennent pas. Certaines choses sont déjà parties.